C'est vrai que depuis ma plus tendre enfance, déjà dans les classes de primaire, on me traitait de Laurence d'Arabie. Cela dit, ça n'a pas fait de mes frères des arabisants. Donc les complexités des vies sont plus grandes que les surnoms d'enfance. Alors je voulais poser une question d'historien qui était fondamentale. Pourquoi faisons-nous une réunion sur Taylor Rance aujourd'hui, alors que nous ne parlons pas des autres acteurs de la Première Guerre mondiale dans cette région du monde? Et c'est en quelque sorte, si je vais essayer de répondre brièvement, je ne sais pas si j'y arriverai, dans la place de Taylor Rance dans l'histoire, pas seulement de la Première Guerre mondiale, je vais peut-être un petit peu élargir. On se rappelle son expression, la révolte arabe est une marche d'une marche, a sideshow of a sideshow. Donc comment se fait-il qu'une marche d'une marche dans une guerre mondiale occupe une telle importance aujourd'hui, quand nous regardons l'immense bibliographie qui ne fait qu'enfler sur cette période, nous trouvons quelques continents, et peut-être le premier grand continent, ce sont les études laurentiennes. Et là, je remercie évidemment James Ray Wilson de son monument, qui est pour nous toujours une source d'information et d'inspiration. Mais pratiquement, je dirais presque la moitié de la bibliographie sur la Première Guerre mondiale au Proche-Orient, c'est des études laurentiennes. Et ce qui est déjà en soi tout à fait significatif. Bon, sinon, on trouve la tradition des histoires militaires qui ont été faites dès le lendemain de la Première Guerre mondiale et qui continuent encore aujourd'hui. Est-ce que l'ennemi était un bon ou mauvais général, etc., etc. On a l'autre continent que la déclaration Balfour, dont évidemment il y a des recoupements avec la geste laurentienne. Il y a eu le choc de l'ouverture des archives britanniques à la fin des années 1968, si je ne m'abuse, qui a évidemment bouleversé tout ce qu'on avait dit auparavant. Et je dirais l'absence de choc de l'ouverture des archives françaises, alors qu'elles ont été ouvertes massivement sur le Proche-Orient dans les années 1990, Première Guerre mondiale, avec des milliers de cartons et d'informations qui ont été relativement peu utilisées par les historiens. Il y a l'histoire arabe proprement dite, parce que les Arabes ont écrit sur leur révolte depuis les années 1920, avec le grand livre de la Révolution, la Grande Révolte arabe, qui était publié en 1930 à peu près, jusqu'à Sulayman Moussa et encore aujourd'hui. Et Sulayman Moussa a fait des informations importantes, comme par exemple la publication de la correspondance des princes hachémites entre eux en arabe, ce qui n'a pas été traduit. Ou pour un épisode plus tard, on peut penser au journal de Rostom Haïdar en 1919, qui suit jour après jour Faisal à la conférence de la paix sur plusieurs centaines de pages. Et Laurence apparaît évidemment dans le journal de Rostom Haïdar. Et enfin, très dernièrement, la grande insistance, et là on voit évidemment les interpolations avec le contemporain, ces dernières études, le dernier continent étudié aujourd'hui, c'est le Jihad in Germany, avec tout un ensemble de monographies sur le rôle des orientalistes allemands dans le djihad de la Première Guerre mondiale et donc dans l'histoire du djihad. Alors quand nous regardons cette scène, on a une scène foisonnante de personnages divers, et déjà mon prédécesseur a cité, on parle de Clayton, Allenby, Taylor Rance, Storrs, Donnel de Saint-Quentin, on aurait pu citer Massignon, Sykes, et ainsi de suite, des flots d'archives, et puis dans la place laurentienne elle-même, l'iconographie, parce que le texte de Taylor Rance est lié à une iconographie absolument foisonnante, celle qu'il a faite pour les 7 piliers
de la sagesse avec les jeux de portraits, de peintures, etc. Et puis les milliers de photos qui sont aussi quelque chose de foisonnant. On sait que pour lui, la révolte arabe était une affaire personnelle. C'est une application corps et âme, il faudra revenir sur l'expression corps et âme, ce qui dépasse évidemment les engagements. Mais en fait, l'historien pourra remarquer qu'il s'inscrit dans quelque chose qui le précède. Il précède parce que dans les 20 ou 30 années qui précèdent la Grande Guerre, il y a l'opposition fondamentale de deux conceptions du monde arabe, de l'Orient arabe, la conception française et la conception anglaise. Depuis 1880, le Proche-Orient est entré dans ce qu'on peut appeler le moment levantin, le moment de l'efflorescence d'une culture francophone sur l'ensemble de la Méditerranée orientale, allant d'Alexandrie à Salonique, avec des relais sur toute la côte. Les villes levantines, c'est Alexandrie, Port Saïd, Jaffa, Haïfa, Alexandrate, Smyrne, Galata et finalement Salonique. Et dans ce monde francophone, les Français, on s'orgueille, les Français parlent de France du Levant au début du XXe siècle. Et même des Français aussi xénophobes que Maurice Barrès ont la larme à l'œil. Voyage au pays du Levant, écrit en 1913 mais publié au lendemain de la Première Guerre mondiale, est une apologie de cette France du Levant pour quelqu'un pourtant l'œuvre est général est une œuvre xénophobe contre les déracinés. Donc cette adoption de cette France du Levant. Et contre cette France du Levant, à partir des années 1880, il y a le contre-récit britannique, qui est celui représenté par les voyageurs britanniques, Doughty, Blount, Hogarth, un peu plus tard au début du XXe siècle, Gertrude Bell, etc., face à ce Levantin déraciné qui a toutes les tares des Français sans aucune de leurs qualités. Le Levantin, il a toutes les tares des Français, toutes les tares des indigènes et aucune des qualités des deux. Il y a des passages terribles dans Cramer, Modern Egypt, sur le Levantin. Il y a l'arabe du désert, cet être pur, cet être authentique. Et quand le jeune Lorenz commence à peine 20 ans passés à visiter la Syrie pour ses travaux d'historien, il avale en quelque sorte en condensé toute cette vision du monde. Les lettres à sa famille sont un condensé du discours anglais anti-levantin. Alors, le troisième récit, évidemment, ou la troisième vision, c'est la vision allemande. Comme les Allemands sont absents, sont du côté des Ottomans, les Allemands, eux, rêvent d'un grand djihad anticolonial qui serait monté contre les empires coloniaux français et les Anglais, puisque dans la langue française, enfin, dans la langue politique du début du XXe siècle, il y a deux grandes puissances musulmanes. La première grande puissance musulmane, c'est l'Angleterre, et la seconde grande puissance musulmane, c'est la France. Donc on va soulever les musulmans, donc on va lancer le djihad, et des gens comme Max von Oppenheim, dès avant 14, travaillent à ce projet du djihad. Alors ensuite, plus concrètement, nous savons qu'à partir de la crise de tabac de 1906, les stratèges britanniques pensent à une révolte arabe synchronisée à un débarquement à Alexandrette, pour attaquer l'armée ottomane en cas de guerre entre l'Angleterre et l'Empire ottoman. Et déjà à l'époque, tout le monde pense au Hedjaz. Il y a une lettre célèbre de Paul Combon à l'un de ses neveux en 1906. Il dit: les Anglais vont s'emparer du Hedjaz et s'appuyer sur le shérif de la Mecque contre le sultan. L'idée de révolte arabe, elle est absolument courante dans toute la littérature sur le Proche-Orient avant 1914. J'avais jadis commis un article
sur la révolte de tabac, de Quérac de 1909, dans lequel je montrais combien toute la presse coloniale française et anglaise parlait d'une révolte arabe. Donc on est dans un univers très ambigu où se trouve le jeune T. Lawrence. Il est archéologue, c'est vrai. On dirait plus exactement dans la terminologie d'aujourd'hui que c'est un ingénieur de fouilles. D'abord c'est un médiéviste et il travaille sur un fond hittite. Donc c'est pas exactement sa spécialité. Il se comporte avec toute l'arrogance des Européens en terre ottomane, protégés par les consuls, les capitulations, etc. Il est dans ce réseau informel d'informateurs des consulats. Tout voyageur qui est de passage, tout archéologue, qu'il soit français ou anglais, va à un moment ou un autre passer chez le consul de son pays, ne serait-ce que pour lui faire le tableau de la situation politique dans la région où il se trouve. En plus, c'est un médiéviste, nous l'avons dit, et en tant que médiéviste, il retrouve chez ces Arabes cette image de Richard Cœur de Lion. Plus tard, il compara Faisal à Richard Cœur de Lion. Les Bédouins lui apparaissent comme des chevaliers médiévaux. Il y a le complexe de Kim, qui, depuis la publication des livres de Kipling au début du XXe siècle, quelque sorte façonne la vision du rapport entre l'anglais et l'indigène, avec ce passage dans le costume local. Mais après tout, Burton, dans les années 1850-1860, l'avait déjà fait, aussi bien en Inde que dans le Hedjaz, proprement dit. Et puis, si vous regardez les photos de tous les voyageurs européens, avant 1914, ils ont le costume arabe, que ce soit Max Oppenheim, Alois Musil et autres, ils sont tous en costume arabe quand ils sont dans le désert. Reste évidemment ce personnage essentiel, ce qui fait sa force et son danger comme lui-même, le fameux rêveur diurne, celui qui rêve éveillé et qui veut façonner le monde. Et lui-même le dit au début de cette pilier de Cels, c'est le personnage le plus dangereux de la Terre, le rêveur diurne. Alors la guerre elle-même, bon, il avait déjà plus ou moins fricoté avec les services de renseignement britanniques avant 1914 dans son relevé du Sinaï et du Negev. Et il n'était pas dupe. Mais de toute façon, tout le renseignement européen au Proche-Orient dépendait des consulats. Or, tout le réseau consulaire français et anglais a été balayé dès octobre-novembre 1918. Français et anglais n'ont plus d'informations. Du coup, on improvise d'urgence en ramassant ce que l'on peut ramasser comme experts du Proche-Orient, et c'est essentiellement une bande d'archéologues. T. Lawrence, Wallet du côté anglais, les pères Jossin, Savignac, Poitbar, qui est jésuite, lui pas dominicain, etc., du côté français. Tous ces archéologues spécialistes de poterie vont se retrouver à collecter et comparer du renseignement au Caire ou à Ismaïlia, puisque c'est là où se trouvent les bases de renseignement. Alors, la première transformation du rêveur diurne, c'est qu'en effet, il fait son projet et qu'il va se révéler brusquement un extraordinaire manipulateur bureaucratique. T. Lawrence est d'abord quelqu'un qui fait de la manipulation en se posant en expert de la question syrienne, comme si, à la limite, il inventait la question syrienne. Alors, j'ai fait un article récemment pour expliquer que ça fait 70 ans qu'on discute sur ce qu'est
Syrie. Donc, c'est le manipulateur bureaucratique, l'expert. Et là, je crois que c'est Jeremy Wilson qui l'avait montré jadis, l'importance fondamentale du texte Syrie, le matériau brut, the raw material, de 1915, parce que c'est sur cette base que MacMahon a négocié avec le shérif Hussein. Quand on compare les deux textes, il est évident que le texte de MacMahon est tiré du mémorandum de T. Lawrence. Et avec cette affaire qui va perturber complètement tout le jeu des négociations, cette vision britannique qu'il y a des Levantins et des Arabes, et que les Levantins ils sont sur la côte, et que les Arabes ils sont dans l'intérieur. Et donc toute la définition géographique de la correspondance Hussein-MacMahon dépend de l'expression population purement arabe et non purement arabe, qui est littéralement incompréhensible pour le shérif Hussein. Puisque pour lui, le répondant à MacMahon est arabe ceux qui sont de descendance arabe, et donc les chrétiens sont des arabes puisqu'ils sont généalogiquement arabes. Ensuite, le manipulateur échoue de lancer une opération sur Alexandrette. Il n'est pas le seul à penser qu'Alexandrette est le lieu vital et pas les Dardanelles. Au passage, si vous regardez la chronologie, vous comprenez que si l'attaque des Dardanelles est le 24 avril et le démarrage du génocide arménien le 25, c'est qu'il y a une relation entre les deux. Ce sont des rêveurs dangereux, puisque c'est justement le signal du génocide qui vient de l'opération franco-britannique, et non pas comme on l'avait pensé jadis, sur l'effondrement du front caucasien dans l'hiver 1914-1915. Donc, au Caire, c'est un manipulateur. Et déjà, il fascine tout le monde. Certains, bon, avant, c'était Goodfellow, un jeune homme de bonne famille qui faisait une forte impression, mais bon, ça en plus. Là, il fascine tout le monde. D'abord par sa force de travail impressionnante. C'est ce que Donald de Saint-Quentin dit, c'est quelqu'un qui a une capacité de travail absolument exceptionnelle. Il est officier, mais c'est pratiquement un grade de courtoisie. Il a une tenue militaire négligée. Comme dit Donald de Saint-Quentin, c'est un défenseur mystique de la cause arabe, un intrigant bureaucratique dans un monde d'intrigues, parce que tout le monde s'accuse d'intrigues. Il y a les intrigues britanno-britanniques entre les gens des services de renseignement et ceux de l'armée, entre Wingate au Soudan et MacMahon au Caire, entre les anglo-égyptiens et Londres, plus les Indes. Donc ça fait déjà un jeu d'intrigue, de contre-intrigue absolument compliqué. Ensuite, il y a les intrigues, entre guillemets, françaises. Et même Jeremy Wilson accuse à un moment les Français d'intriguer. Là, il s'est fait prendre par le langage de ses sources, mais les Français disent que les Anglais intriguent, ce qui est tout à fait logique. Ensuite, il y a les intrigues allemandes. Et chacun essaye de soulever les peuples dominés de l'autre. Chez les Anglais, il y aura l'immense complot de l'Irlande jusqu'à l'Inde, organisé par les services secrets allemands, destiné à ruiner l'Empire britannique, et inversement, dès l'automne 1914, on a retrouvé les documents dans les archives françaises, les Français pensent aussi à une révolte arabe à partir du Hedjaz. Ce n'est pas une invention britannique, c'est une découverte conjointe des Français et des Britanniques. Seulement, ce que les Français veulent, et c'est ça pourquoi la révolte arabe est importante pour la France, c'est l'islam. C'est un contre-jihad qui inspire la politique française. Ils veulent
La Syrie, bon, c'est important, ils veulent la Syrie, mais ce que les Français veulent, c'est une autorité musulmane qui appelle les musulmans d'Afrique du Nord à obéir à l'Empire français. Ce qui expliquera l'envoi en 1917 de la mission Sikadour Ben Gabrit à la Mecque pour organiser le premier pèlerinage colonial français en pleine guerre. Et ensuite, en rentrant, ça c'est important pour l'histoire de France, Sikadour Ben Gabrit dit maintenant il faut faire un islam de France. C'est la première fois que le terme apparaît dans la langue bureaucratique française. Donc, comme les Français ne peuvent pas envoyer beaucoup d'hommes au Proche-Orient, ils vont envoyer des opérateurs cinématographiques pour filmer ce qui se passe au Hejaz. On a récemment découvert à SCPA un document absolument exceptionnel d'une demi-heure à peu près de vue du Hejaz faite en 1917, avec en particulier un défilé d'un quart d'heure de l'armée chérifienne, bataillon après bataillon, probablement tourné par les opérateurs français en 1917. Pourquoi on envoie des opérateurs? Pour diffuser ça sur bande d'actualité dans les cinémas d'Afrique du Nord, pour montrer aux musulmans d'Afrique du Nord que la France est du côté de l'islam. Donc, la question syrienne, oui, évidemment, il y a le projet, deux projets, français et anglais. Le projet français, il s'appelle Syrie. Et la Syrie, c'est l'extension de la France du Levant à l'intérieur des terres. Et derrière, il n'y a pas seulement des coloniaux français, ou le parti syrien, comme on l'appelle dans la langue administrative française de l'époque, il y a les syrianistes arabes. En particulier ceux qui sont en exil à Paris et au Caire, ceux qui sont regroupés autour du comité central syrien, et ceux qui sont en exil au Caire, fuyant la répression ottomane. Et ces syrianistes arabes sont directement liés au plus haut niveau du système politique français, en particulier de Poincaré. D'où le paradoxe du côté français de voir un Émile Eddé, futur président du Liban, en exil au Caire, connaître l'accord Saïs-Picot avant le père Jossin. Ce qui montre la place que ces syrianistes occupent. Du côté anglais, ce sont les arabistes. Donc c'est Arabie, le nom code. Et d'ailleurs, quand on va mandater Sir Max Sachs et Georges Picot pour négocier, la lettre d'instruction française, je n'ai pas regardé la lettre d'instruction anglaise, c'est fixer la frontière entre la Syrie et l'Arabie. C'est-à-dire fixer la zone française qui s'appelle Syrie et fixer la zone arabe qui s'appelle anglaise, qui s'appelle Arabie. D'où les ambiguïtés de cette période. Je passe sur les détails, tout le monde le connaît plus ou moins ici. Le fait que pour T. Lawrence, les Arabes sont d'abord des Bédouins et le littoral n'est pas directement visé. Il va se convertir qu'assez tardivement à l'idée que le royaume arabe pourrait aller jusqu'à la Méditerranée. Dans le Raw Material, il accepte que le littoral soit détenu par les Français. Et de toute façon, c'est Damas qu'il vise et ce n'est pas Beyrouth. Et ça explique aussi, pour la suite des événements, l'interdiction absolue à la révolte arabe de passer le Jourdain. Il est interdit aux gens de la révolte arabe d'entrer en Palestine, voire de recruter des Palestiniens. Quelle que soit la dimension du projet arabiste, la question de Palestine est vitale pour les Anglo-Égyptiens. Il est donc absolument indispensable que les Arabes n'y soient pas. Et ça, c'est une constante à tous les niveaux dans le cadre britannique de la
révolte arabe. Alors, on va ensuite pouvoir discuter sans pas finir qui savait quoi sur l'accord Sykes-Picot, qui savait quoi sur la discussion Hussein-McMahon, discussion d'archives, je crois, extrêmement importante. Pour l'avenir, ce qui compte pour Thiers Lorentz, c'est la découverte de la violence. Il dit qu'il ne la connaissait pas avant. Paradoxalement aussi, deux choses, la souffrance morale et la souffrance physique. Les lettres personnelles et puis surtout les 7 piliers montrent l'ampleur de la souffrance corporelle de Thiers Lorentz et la souffrance morale, l'impression de la parole trahie qui donnera postérieurement naissance à une attribution qui est en partie fausse, on le verra, sur l'idée que Thiers Lorentz est peut-être l'inventeur du sanglot de l'homme blanc. Mais en tout cas, c'est l'idée de la trahison. Je sais que jadis, j'ai eu des échanges par mail avec Jeremy Wilson sur Sykes, dont je prenais la défense parce que Sykes avait toujours pensé qu'il fondamentalement il fallait éviter un conflit franco-britannique sur le Proche-Orient, même s'il était le premier à vouloir modifier dès 1917 l'accord qui porte son nom, bien qu'ils n'en soient pas responsables. Encore une fois, dans les textes, il n'y a pas d'accord Sykes-Picot. Il y a un accord dit franco-britannique ou un échange de lettres Combon-Gray. C'est en 1919 que les Anglais vont inventer l'accord Sykes-Picot pour en réduire l'importance à des signatures de subordonnés. Et rappeler que non seulement les Russes ont été aussi associés, mais que l'accord Sykes-Picot a été repris complètement dans les accords de Saint-Jean-de-Maurienne avec l'Italie. Donc, ces accords sont à un très haut niveau sur le plan juridique. Alors, sur la francophobie, on l'a dit, tout le monde est d'accord. Thiers Lorentz était complètement francophile sur le point de vue littéraire et mode de vie. C'est une question géopolitique, c'est pas du tout autre chose. Ensuite, très brièvement, parce que je crois que je dépasse beaucoup de temps. Vous avez encore 3 minutes. Le diplomate 1919, il a fait beaucoup de dégâts. Parce que là où le jeu franco-britannique pouvait arriver à un accord, il a provoqué le clash, mais ça montrait déjà son niveau d'introduction dans les milieux politiques. Il discute avec des chefs d'État en 1919, mais son projet de jouer sur les sionistes pour gagner les Américains afin d'isoler les Français a été une catastrophe absolue. Alors ensuite, on sait son retrait politique, son retour avec Winston Churchill, la conférence du Caire, et après la conférence du Caire, il estime que l'Angleterre a tenu sa parole, donc il n'y a pas de sanglot de l'homme blanc, contrairement à la légende. Mais il faut rappeler fondamentalement que si la ligne Thiers Lorentz l'emporte en 1921 au Proche-Orient, c'est tout simplement parce que c'est celle qui coûte le moins cher à l'Empire britannique. L'autre ligne, celle des Anglo-Indiens, coûtait beaucoup trop cher. Et donc c'est fondamentalement, non pas qu'on lève, comme l'a écrit Lecky Dumery, les fantaisies d'une bande de Luberlus qui ont trahi l'Empire britannique, c'est tout simplement les livres de contes qui ont fait trancher en fonction de la ligne du Caire. Alors, le reste, évidemment, c'est la partie psychologique, l'effacement de soi-même, comme il l'écrit lui-même à partir de 1922, qu'on a diagnostiqué ensuite comme un syndrome post-traumatique,
avec une thérapie mélangeant d'un côté l'écriture et l'autre côté une certaine forme de masochisme physique, mais en même temps un retour aux études médiévales, puisque les simples soldats forment un espèce de monastère laïque, mais lui-même est aussi en correspondance avec les plus grands écrivains britanniques de son temps. Et le simple soldat traduit aussi l'Odyssée dans sa caserne, donc complexité du personnage. Alors évidemment, les psychiatres ont bien montré névrose post-traumatique, etc., qui est découvert, ainsi de suite. Cela dit, pourquoi T. Lawrence? Bon, on a dit, tous les contemporains ont été extrêmement frappés par la puissance de sa personnalité. L'écrivain commence à être connu dans les années 1920, mais ce n'est que très postérieurement, enfin ce n'est à partir qu'après sa mort, c'est à partir de l'édition générale, enfin publique, de cette publiée en 1936, que le grand public découvre l'écrivain. Et puis ensuite la publication de la matrice, Mind, et puis ensuite la publication de la correspondance, où en effet T. Lawrence occupe une place grandissante dans l'histoire de la littérature britannique. Donc l'écrivain et aucun autre des protagonistes de cette affaire proche-orientale n'a les qualités littéraires de T. Lawrence. Mais aussi, même si c'est un récit, c'est un peu du storytelling, c'est une mise en sens. Dans les 7 piliers, il crée un récit de la révolte arabe et des événements qui vont modeler toutes les autres perspectives. Pour ou contre, Débremont 1931, c'est le récit de T. Lawrence qui est contesté, mais en tout cas, Elie Doré plus tard, et ainsi de suite. Donc l'écrivain. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est l'effacement de soi-même, car il réussit à faire de sa vie une aventure métaphysique. Il est allé au-delà de tout ce que les autres ont pu faire en termes d'engagement, aussi bien corporel que moral, et il s'est retiré totalement. Au siècle de l'engagement, qui est le XXe siècle, T. Lawrence fait une espèce de pied de nez gigantesque à tous les aventuriers intellectuels entrés au combat. Parce que tous, finalement, ont cédé au mirage du pouvoir, de la renommée, de la célébrité, etc. Lui est devenu un être anonyme. Et il a fait en quelque sorte, pour transmettre un message, vous ne pourrez pas aller aussi loin que moi. Et je crois que vous ne pouvez être allé aussi loin que moi, qui a fait cette fascination qui continue jusqu'à aujourd'hui chez les intellectuels sur la personnalité de T. Lawrence, parce que au siècle de la guerre civile européenne, 1914-1945, ou de l'âge des extrêmes, 1914-1989, là où le militant et le militaire se sont confondus, où les intellectuels devaient être engagés, eh ben lui, il est allé le plus loin. Et tous les autres ne peuvent que reconnaître leur faiblesse par rapport à lui. Alors le reste, ce sont des images. Le chevalier, avec ses bédouins, le mécanicien avec sa moto, et puis aussi, la dernière chose, évidemment, c'est que le Moyen-Orient d'aujourd'hui nous occupe de façon permanente. Le Moyen-Orient d'aujourd'hui n'est plus a sideshow of a sideshow. Et à chaque fois que nous parlons de ce qui se passe, le nom de T. Lawrence revient invariablement, que ce soit chez les Occidentaux, on a vu après 2003
chez les Américains une renaissance du discours pseudo-laurentien. On a vu encore récemment, il y a 3 mois, Erdogan accuser les nouveaux Thierry Lorenz de vouloir saboter le monde de l'islam en général et de la Turquie en particulier. Thierry Lorenz nous occupe aussi parce que le Moyen-Orient nous occupe. Voilà, je suis peut-être un peu long, mais je vous remercie. Merci beaucoup.